On va donner à présent la parole au professeur Rémi Slama, donc je disais qui est directeur de recherche à l'INSERM, également professeur à l'ENEST, épidémiologiste environnemental et spécialiste des questions de climat et santé, donc un autre de nos invités exceptionnels d'aujourd'hui, pour toujours poursuivre cette réflexion sur le climat et la santé. À l'issue de la présentation de Rémi, on devrait marquer une petite pause, donc on donnera les petits détails, et puis ensuite on aura la présentation de Charlotte et Robin. Donc à l'issue de la présentation de Rémi, on pourra aussi prendre quelques questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, et puis surtout à y réfléchir. Merci. Vous voulez vous installer ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et je remercie très chaleureusement Monsieur Trocmé, tous les organisateurs de la journée, mes collègues aussi des mines, Charlotte Roux et Bruno Peportier. Mon message est que oui, bien sûr, le changement climatique est une menace pour la santé humaine, mais que les stratégies d'adaptation et d'atténuation au changement climatique sont aussi une opportunité pour la santé publique et que ces stratégies, si elles sont bien menées et si les co-bénéfices sanitaires qu'elles sont susceptibles d'entraîner sont quantifiés, peuvent aussi motiver davantage nos sociétés à s'engager plus fortement dans la voie vers une société neutre du point de vue des gaz à effet de serre. Alors, je voudrais discuter ce sujet vaste d'une façon absolument pas exhaustive, mais en suivant ce cycle qui va des émissions de gaz à effet de serre et de la modification du climat, aux modifications environnementales qu'elles entraînent, aux impacts sanitaires dont on abordera certains. Ces impacts sanitaires entraînent des changements sociétaux et une réaction de la société qui, très schématiquement, et dans une distinction qui est peut-être un petit peu schématique, vont être une réaction visant à limiter ces impacts, c'est l'adaptation, et une réaction visant à attaquer le problème à la source, c'est-à-dire aller vers une société net zéro, et c'est l'atténuation ou la décarbonation. Alors, je vais être très rapide sur la première partie de ce cycle, surtout qu'il a été très clairement couvert par Valérie Masson-Delmotte un petit peu plus tôt. Ce changement climatique a de nombreuses manifestations dans l'atmosphère, sur Terre, avec bien sûr les modifications de la distribution des températures, de la fréquence des précipitations, des événements climatiques extrêmes, des modifications concernant aussi la cryosphère et les océans, et puis les écosystèmes dans leur ensemble. Alors, pour discuter des conséquences de ces modifications environnementales sur la santé, je vais commencer par ce qui est le plus manifeste et qui est d'ailleurs connu depuis très longtemps parce que Hippocrate parlait déjà de ces liens, c'est les effets sur la santé qui passent par la modification des températures. Alors, on a depuis plusieurs décennies une caractérisation assez bonne des relations à court terme, c'est une relation dose-réponse ici à court terme, entre la température au jour le jour et la mortalité. Donc l'axe des ordonnées, c'est le risque relatif de mortalité. Et vous avez une relation dose-réponse qui varie selon les villes, selon des caractéristiques qui sont des caractéristiques plutôt bien sûr de la société, de l'habitat, du système de santé et pas de la biologie humaine. Mais cette relation globalement en U avec, ici c'est pour l'Europe, un optimal de température qui se situe peut-être autour de 18 à 20 degrés dans les sociétés actuelles. Donc ça, c'est une relation sur le court terme qui est obtenue simplement quelque part en faisant la relation entre les séries temporelles de la mortalité et les séries temporelles journalières sur la température et en étudiant par des modèles de régression qui tiennent compte d'un certain nombre de facteurs d'ajustement
les relations entre ces deux séries temporelles. Alors, si on veut estimer l'impact actuel ou attendu dans le futur du changement climatique, en fait, il faut, d'une certaine façon, intégrer cette courbe en tenant compte de la distribution des températures, soit dans la période actuelle, soit dans une période future, sous différents scénarios climatiques. Et quand on fait cela, on a l'estimation, et ça c'est pour l'Europe, qu'à l'heure actuelle, donc en Europe globalement, sur l'ensemble de l'Europe, de l'ordre de 7 à 8% de la mortalité est due aux variabilités de température. C'est la courbe noire en haut. Et l'essentiel de cette mortalité passe par un effet des températures froides. Vous le voyez, c'est la courbe bleue, avec peut-être un sixième, un septième de cette mortalité qui est due à la variabilité plutôt au-dessus de ces 20 degrés que j'évoquais. Si maintenant on répète l'exercice d'estimation de l'impact en se plaçant sous différents scénarios climatiques futurs, eh bien, dans le cas d'un scénario qui, je l'espère, se produira pas et qui est un scénario d'émissions non contrôlées et qui ne correspond pas à la situation, à la trajectoire actuelle, 8,5, on a une augmentation assez nette de la mortalité due à cette variabilité de température qui est due à l'augmentation forte de cette courbe en rouge de la mortalité due aux températures chaudes, qui n'est que partiellement compensée par une diminution de la mortalité dans les températures froides. Alors là, vous voyez bien, quelque part, on additionne des décès évités avec un petit peu moins de jours froids et des décès accrus quand il fait chaud. Ce n'est pas les mêmes personnes qui décèdent quand il fait froid et il fait chaud, ce n'est pas les mêmes mécanismes de détail. Hein. C'est discutable, mais ça donne un ordre de grandeur. Et si on répète l'exercice, toujours cette fois-ci sous l'hypothèse d'un contrôle des émissions de gaz à effet de serre, avec le scénario 2.6 qui est pas très loin de l'accord de Paris, on a, comme vous le voyez, à l'échelle de l'Europe, en moyenne, une stabilité de la mortalité attribuable à la variabilité des températures, avec peut-être une toute petite augmentation de la mortalité quand il fait chaud, parce qu'il y aura un petit peu plus de journées chaudes, et une diminution de la mortalité quand il fait froid, qui grosso modo se compense, si je peux dire. Alors tout ça avec énormément d'hypothèses et notamment pas de changement dans l'adaptation des sociétés, entre guillemets, c'est-à-dire dans cette relation dose-réponse que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est avec ce type d'études d'impact sanitaire, comme on dit en épidémiologie, qu'on peut se projeter dans le futur du point de vue des impacts sanitaires du changement climatique. Et je dirais que c'est principalement pour ce mécanisme d'action du climat par la température qu'on a une estimation quantifiée de l'impact attendu, avec une certaine idée aussi des incertitudes. Pour les autres paramètres, à l'heure actuelle, on n'a pas de quantification très précise, en tout cas c'est plus incertain, mais il est clair qu'il y a d'autres mécanismes par lesquels le changement climatique va influencer notre santé. Et une voie majeure, c'est celle de modification des écosystèmes et notamment de tous les paramètres liés aux maladies infectieuses. On sait qu'environ 2/3 des agents infectieux sont d'une façon ou d'une autre sensibles à des paramètres climatiques et notamment le niveau de précipitation ou la température. C'est particulièrement le cas pour les maladies à vecteurs qui passent notamment par des moustiques dont le cycle de vie est complètement influencé par les températures puisque ce sont des animaux à sang froid. C'est aussi le cas, bien sûr, des pathogènes de l'eau ou de l'alimentation. Pour quantifier un impact, il faut modéliser les variations dans le cycle de vie de chacun de ces agents infectieux. Ce n'est pas encore disponible pour l'ensemble des agents infectieux, mais pour certains d'entre eux, il est clair qu'on s'attend à des influences qui vont dans le mauvais sens. Et notamment, et ça c'est la synthèse du dernier rapport du GIEC, concernant la capacité vectorielle des moustiques qui transmettent la malaria. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura plus de cas de malaria, ça dépend comment la société va réagir, mais en tout cas on sera plus exposé à des insectes
qui peuvent transmettre la malaria, notamment dans les zones endémiques. Le risque de dengue va aussi, ou d'exposition à la maladie va aussi croître, et y compris en Europe. C'est le cas aussi pour la maladie de Lyme ou la schistosome, notamment en Afrique de l'Est. Il y a d'autres voies par lesquelles notre santé pourra être affectée, et je voudrais juste citer quelque chose qui est moins facile à quantifier directement, et qui est l'accroissement des vulnérabilités face à un ensemble de facteurs, et tout ce qui peut se passer si on fragilise nos sociétés, et notamment, par exemple, si la disponibilité alimentaire est réduite. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure par Valérie Masson-Delmotte, mais d'ores et déjà, le changement climatique a une influence sur la production agricole. Vous avez ici la diminution de la production agricole dans la période actuelle par rapport aux années 1960, avec des couleurs rouge foncé qui correspondent à la diminution la plus nette. Et donc, cette diminution est bien réelle. Et vous retrouvez bien sûr la situation qui est que ce sont dans les pays qui sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre par individus que les impacts sont le plus importants. Alors, l'estimation, si on somme les quelques paramètres pour lesquels et les quelques mécanismes d'action du changement climatique pour lesquels on sait estimer les impacts sur la santé, à l'heure actuelle, l'estimation est de l'ordre de 250 000 décès qui pourraient être attendus en excès par rapport à la situation actuelle au milieu de notre siècle, du fait de ces voies que sont la température et notamment la sous-nutrition. Ça ne prend en compte qu'une partie des voies, celles pour lesquelles on arrive à quantifier les phénomènes, et il y a beaucoup d'incertitudes, à tel point d'ailleurs que vous voyez, il n'y a pas d'intervalle de confiance. Les incertitudes ne sont pas quantifiées, et il est très clair que le plus probable est que ça représente qu'une toute petite fraction de l'impact possible du changement climatique, sous l'hypothèse d'une absence de contrôle des émissions de gaz à effet de serre par nos sociétés. Je voudrais évoquer très rapidement la question de l'adaptation sous l'angle de la santé. L'adaptation au climat, c'est quelque chose en fait que nos sociétés ont toujours fait, qui est le travail des urbanistes, des architectes, peut-être un certain nombre d'entre vous qui ont avec le temps réussi à créer des lieux de vie et des villes plus adaptés, mieux adaptés aux aléas climatiques. Du point de vue de la santé, la manifestation de cette adaptation, elle est assez frappante sur ces données new-yorkaises qui s'appuient sur des données extrêmement intéressantes qui ne sont pas disponibles sur l'échelle de la planète, mais qui, à l'échelle de New York, permettent d'estimer l'impact d'une température donnée sur la mortalité depuis le début du XXe siècle. On n'a pas ça en France, mais comme vous le voyez, on a la courbe tout en haut qui est l'effet des températures chaudes sur le risque relatif de mortalité. La courbe la plus haute, c'est la situation dans la décennie 1900-1909. Et la courbe la plus basse en rouge, c'est la décennie 2000. Et vous observez que si vous placez à une température donnée, par exemple 31 degrés, le risque de mortalité, une journée où il fait 31 degrés, était beaucoup plus nettement accru vers 1905 qu'il n'était vers 2005. Vous aviez une augmentation d'environ 150% vers 1900, quand elle n'était probablement que de l'ordre de 20% un siècle plus tard. Alors ça, ce n'est pas l'effet d'une évolution génétique de la population new-yorkaise, mais une évolution de notre mode de vie et de nos lieux de vie, très clairement aussi, et dans des fractions qui ne sont pas quantifiables, de notre système de santé, de notre aptitude à prendre en compte les pathologies. Il est probable que ce soit aussi, pour une partie, l'effet, bien sûr, de la climatisation de nos milieux. Sauf que dans le cas de New York et des États-Unis en général, cette climatisation, elle s'est accompagnée probablement, selon le mode de production de l'électricité, de fortes émissions de gaz à effet de serre, aussi d'émissions de gaz nocifs pour la couche d'ozone, comme les chlorofluorocarbones, qui pour une partie ont été éliminés dans la Convention de Montréal, mais pas tous.
et dans la mesure où il s'agit, dans certains cas, de dispositifs de climatisation individuels et de systèmes qui vont rejeter la chaleur à l'extérieur, d'une augmentation des îlots de chaleur et probablement des inégalités sociales et territoriales d'exposition aux températures extrêmes. Donc ce n'est clairement pas un mode de développement et d'adaptation qui est soutenable, et tout l'enjeu est d'identifier des modes d'adaptation aux aléas climatiques qui n'accroissent pas les inégalités et qui nous permettent de respecter la trajectoire de l'accord de Paris. Je voudrais terminer en discutant, alors ici très rapidement, quelques données françaises sur lesquelles, en s'appuyant sur le registre de l'INSERM, sur les causes médicales de décès, on s'est posé la question de l'existence d'une telle adaptation aux effets de la température en France. On n'a peut-être pas une puissance spectaculaire, mais vous voyez que si on compare en gros les années 70 aux années 80, il y a une certaine tendance à la courbe à s'aplatir, c'est-à-dire que l'effet d'une température donnée semble un petit peu plus faible du point de vue de la mortalité, tendance qui ne se maintenait pas dans la décennie suivante, au début du XXIe siècle. Mais je serai prudent sur l'interprétation parce qu'on n'est pas dans une situation de puissance statistique énorme, même si ça s'appuie sur l'ensemble des décès en France depuis la fin des années 60. Alors, pour terminer, la question de l'atténuation, et je dirais un autre message qui, d'une certaine façon, est positif. Cette atténuation, elle consiste à essayer d'emprunter de ces courbes, et si possible, celle qui est la plus proche de la trajectoire correspondant à environ 1,5 degré. On vient d'entendre que, même si la situation est très hétérogène sur la planète, globalement, on n'est pas sur la trajectoire la plus favorable à l'heure actuelle. Si on cherche des explications aux difficultés de nos sociétés à réagir, d'un point de vue très général et absolument pas exhaustif, il est probable que, d'une part, certains des pays, des individus dans ces pays ne reconnaissent pas l'importance ou l'impact de ce changement climatique. D'autres souffrent de ce qu'on appelle la préférence pour le climat, c'est-à-dire ont du mal à s'engager pour des actions dont ils perçoivent que les bénéfices risquent de se manifester qu'à l'échelle d'une décennie ou plusieurs, ce qui est au-delà du mandat du politique moyen. Et puis il y a aussi le fait qu'on a parfois le sentiment que tant que l'ensemble de la planète n'aura pas fortement réduit, ne se sera pas engagé sur la voie d'une neutralité carbone, les efforts que chaque pays va faire peuvent être limités. Le phénomène du passager clandestin. J'aimerais vous convaincre que prendre en compte la santé peut nous permettre de lever certains de ces obstacles liés à la préférence pour le présent, à la sous-estimation des impacts ou au passager clandestin. Pourquoi ? Tout simplement parce que les efforts de décarbonation vont porter sur des secteurs qui sont tous très fortement liés à notre santé. En France, les principaux secteurs d'émissions, c'est les transports. Or, les transports sont liés aux émissions de particules fines, qui tuent en France de l'ordre de 40 000 personnes chaque année. Ils sont fortement liés à notre activité physique. Si on va travailler en traversant Paris, notre activité physique et notre risque de maladie cardio-métabolique ne va pas du tout être le même si on fait le trajet à vélo ou assis dans un véhicule. C'est l'agriculture qui est bien sûr liée à notre alimentation, qui est un déterminant absolument majeur de la santé. C'est lié aux bâtiments qui sont liés à notre exposition à la température, à certains polluants de l'air intérieur et extérieur, à la production d'énergie et à l'industrie, qui sont aussi associés à des paramètres associés à notre santé. Donc, en décarbonant ces secteurs, en les restructurant, on va influencer notre santé. Et tout l'enjeu est qu'on le fasse dans le sens positif, en améliorant la santé publique et en réduisant les inégalités, plutôt qu'en ayant une influence négative sur la santé ou en accroissant les inégalités. Par ailleurs, ces co-bénéfices sanitaires, s'ils sont visibles, ils peuvent être un facteur de motivation pour des actions fortes d'atténuation, dans la mesure où leur horizon temporel est beaucoup plus court que certains des bénéfices climatiques.
C'est lié au fait que, contrairement au CO2 qui a une demi-vie dans l'atmosphère de plusieurs décennies ou centaines d'années, les particules fines, par exemple, qui sont un des mécanismes par lesquels on va avoir des co-bénéfices forts, elles n'ont une demi-vie que de quelques jours. Donc si une ville diminue fortement ses émissions de particules fines, eh bien, au bout de quelques jours, les niveaux atmosphériques vont s'en ressentir, et dans les mois et années suivantes, la santé va s'améliorer avec moins de maladies cardiovasculaires et respiratoires notamment, ou de certaines issues de grossesse défavorables. Les premières estimations qu'on a sur les co-bénéfices sanitaires de ces scénarios d'atténuation nous indiquent que le bénéfice est vraiment colossal. Vous voyez ici une estimation sur simplement 3 voies et qui concerne uniquement les stratégies d'atténuation concernant le transport, l'énergie et l'alimentation, dans 9 pays qui représentent environ la moitié de la population mondiale. Vous voyez que si on va vers une alimentation plus proche de la neutralité carbone, vers des secteurs de transport de l'énergie et de l'agriculture neutres en carbone qui vont émettre moins de particules fines, vers plus de transports actifs, à chaque fois, c'est probablement de l'ordre de plusieurs millions de décès qui peuvent être évités sur cette population qui représente, je le répète, environ la moitié du globe. Voilà. Pour conclure, l'enjeu est de transformer la menace du changement climatique en une opportunité pour notre santé. Comme vous le voyez, on a identifié un certain nombre de mécanismes par lesquels le changement climatique va influencer notre santé. On a, pour certaines de ces voies, une quantification des impacts avec beaucoup d'incertitudes. L'atténuation au changement climatique est une opportunité pour la santé publique, dans la mesure où on va s'attaquer à des secteurs qui sont tous liés à notre santé et où, dans la plupart de ces secteurs, il est très probable qu'il y ait des scénarios pauvres en d'émissions de gaz à effet de serre avec des co-bénéfices. Et tout l'enjeu est d'identifier dans chacun des secteurs les scénarios net zéro qui optimisent ces co-bénéfices sanitaires et la réduction des inégalités. Ces co-bénéfices vont se manifester localement, même si les autres pays de la planète n'agissent pas. Si vous créez une ville sans voiture thermique, vous aurez plein de co-bénéfices, même si les villes voisines continuent comme avant. Ces co-bénéfices vont se manifester à plus court terme et ne sont pas conditionnés par l'action du reste de la planète. Donc c'est potentiellement un vecteur très important pour motiver et engager nos sociétés vers ces stratégies d'atténuation. Donc il est vraiment temps de faire rentrer la santé dans l'équation et dans la réflexion sur ces stratégies de décarbonation. On a ignoré la santé quand on a embrassé les énergies fossiles. Ce serait une erreur de continuer à l'ignorer quand on va chercher à s'en défaire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous gardez toutes vos questions pour les présentations du Lab Recherche Environnement. Ah, il y en a une là. Et présentez-vous avant de poser votre question. Merci. Bonjour, Sébastien Saint-Jean, enseignant-chercheur à GoParisTech. Vous avez montré des résultats d'épidémiologie reliés à la température. Je me demandais comment on décorrélait justement par rapport aux questions de qualité de l'air qui doivent sûrement être très liées aussi dans les grandes villes, en particulier à New York. Alors, c'est peut-être pas utile peut-être de décorréler, je ne sais pas. Exactement. Merci pour votre réponse. C'est-à-dire que si on veut décorréler, l'approche des séries temporelles permet de le faire. C'est-à-dire que de même qu'on mesure la température jour après jour, on mesure la qualité de l'air jour après jour. Et donc, on pourrait très bien faire entrer la qualité de l'air dans le modèle de régression qui lie température et mortalité. Ce n'est pas ce qui est fait parce qu'on considère que les variations journalières de la pollution sont liées au climat. Elles ne sont pas liées à des variations du trafic routier ou du chauffage. Alors, le chauffage, si, sur le long terme, mais on corrige les effets, toutes les tendances à moyen et long terme sont lissées dans ces modèles par un terme. Donc, c'est uniquement les effets à court terme qu'on voit. Et donc, les variations de la température journalière, on va considérer que c'est potentiellement une conséquence, les variations de la pollution journalière, c'est une conséquence de la température. Donc, le choix est fait de ne pas les prendre en compte. Par contre, quand on s'intéresse aux modélisations des effets de la pollution sur la mortalité au jour le jour, là, on ajuste sur la température parce qu'on considère que la température est un agent causal. Donc, il y a
toute une réflexion en épidémiologie sur ces modèles causaux. Mais on considère qu'un facteur qui est en aval du facteur qu'on étudie, c'est plutôt une voie d'action, et donc on l'ajuste pas. Enfin, ça a été fait dans certains cas, et en gros, de toute façon, l'essentiel de ce que vous voyez là, probablement ne passe pas par la température, par les particules fines ou l'ozone, même si sur l'ozone, sur l'été, il faudrait regarder dans le détail. Il y a quelques études dans lesquelles il y a une modélisation conjointe des deux paramètres, et il y a des éléments qui indiquent que, notamment, l'effet de la température est potentiellement accru quand on a des niveaux élevés de certains polluants comme l'ozone. Donc il y a des enjeux de synergie qui peuvent être étudiés en revanche. J'ai juste un... Ah, vas-y. Erwan Persson, AgroParisTech aussi. J'ai une question sur l'aplatissement du U qui, vous dites, est lié à la fois à l'air conditionné, en tout cas au fait qu'il y ait des bâtiments plus frais en situation d'épisode de canicule, et au système de santé. Est-ce que vous avez une idée de la part des deux ? Ou c'est pas facile à dire si c'est... Non, moi ce que j'ai décrit, c'était vraiment une hypothèse, parce qu'à ma connaissance, ça n'a pas été étudié, parce que là, pour le coup, tout ça varie en même temps. Modéliser le système de santé, c'est compliqué. Donc c'est clair que voilà, on met des défibrillateurs partout, on sait mieux traiter un infarctus et on en sauve davantage. Donc le système de santé joue. Être moins exposé à la température, pouvoir se rafraîchir, c'est essentiel dans une journée caniculaire. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de quantification des parts respectives de ces différents paramètres. Bonjour, Franck Rogez, Vinci Construction Grand Projet. Moi, je voulais revenir sur une des slides sur les co-bénéfices que vous avez mentionnés sur la partie, sur ces études, sur ces estimations qui ont été faites pour 9 pays, où on voit qu'on pourrait sauver 5 millions de vies sur la partie régime alimentaire. Est-ce que c'est finalement... ça a l'air d'être beaucoup plus fort que les autres piliers. Et finalement, moi, je pense que, par exemple, sur la partie... aujourd'hui, d'essayer de manger de la viande rouge tous les jours, c'est pas forcément bon pour la santé, mais c'est non plus pas forcément très bon pour le climat. Et donc, est-ce que là-dessus, il y a un message à faire passer au niveau de, je dirais, des décisions publiques ou d'une orientation de ce qui pourrait se faire en agriculture ? Alors, tout à fait, effectivement, manger de la viande rouge régulièrement, manger des aliments ultra transformés, manger des aliments riches en graisses saturées, c'est mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour le climat, parce que le coût carbone de production d'une protéine animale est beaucoup plus important que le coût carbone de production d'une protéine végétale. Donc, c'est majeur, et vous l'avez bien noté, en tout cas sur ces 9 pays, c'est très clairement un des réservoirs de décès évités qui est colossal. Et dans un pays comme la France, où comparé à l'Inde ou dans une moindre mesure à la Chine, on a des niveaux de pollution atmosphérique plus faibles, très clairement, les régimes alimentaires et dans une certaine mesure aussi l'inactivité physique, c'est probablement des réservoirs très importants. Donc tout l'enjeu est que les recommandations alimentaires, elles intègrent potentiellement les considérations d'émissions de gaz à effet de serre. Ceci dit, la situation favorable qu'on a dans le domaine alimentaire, c'est que les régimes bons pour la santé sont très schématiquement, globalement, des régimes assez pauvres en carbone. Donc c'est déjà en partie le cas, sauf que la pyramide alimentaire publiée par l'ANSES et Santé publique France, je pense que c'est pas que personne la connaît, mais enfin il y a peu de moyens pour la mettre en œuvre. On se rend compte que même quelque chose d'aussi élémentaire que le Nutri-Score, on n'arrive même pas à le rendre obligatoire, c'est juste de l'information, c'est juste de l'étiquetage, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Donc on n'est même pas à avoir un carboscore sur l'alimentation. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment la transformation des systèmes de production agricole et de nos régimes alimentaires. Voilà, c'est tout l'enjeu de transformation de nos sociétés. Et on voit bien les difficultés des gouvernements pour s'attaquer de front à ce problème. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question.
Mais présentez-vous, on va vous donner le micro. On va vous donner un micro. Merci. Jean-François Janin, territoire en transformation dans les transitions. Une question de compréhension. Vous avez mentionné 9 pays. Comment ont-ils été choisis ou qui est-ce qui a participé à cette... Et est-ce que la Chine a participé? Est-ce que là... Oui, donc c'est une étude qui a été faite un petit peu rapidement après l'accord de Paris, l'étude de Hamilton que j'ai montrée. Il parle de 9 pays représentatifs, je crois qu'il voulait simplement 9 gros pays, ça couvre 4 des 5 continents, dont la Chine, les USA, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc il y a des résultats par pays si ça vous intéresse, mais je n'ai pas eu le temps de les détailler. Merci beaucoup, je pense qu'on peut à nouveau applaudir le professeur Slama.